Hey, salut à tous, salut à toutes. Aujourd'hui, je vais commencer un nouveau concept de vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors, ce nouveau concept, c'est les contes interdits. Les contes interdits, qu'est-ce que c'est? C'est des livres qui en fait retracent des histoires, la plupart de Disney, mais en mode gore et plus de 18. Alors aujourd'hui, on va commencer par le livre Les trois petits cochons de Christian Boivin. Je ne sais pas si je le prononce bien. Alors je vais vous lire le résumé. Trois individus qui trempent dans le voyeurisme, la pornographie, le cannibalisme et la nécrophilie. Une étudiante menant une vie bien rangée qui se retrouve à la morgue après avoir consommé de la drogue. Un tueur à gages qui revient dans sa ville natale afin d'enterrer sa sœur et qui découvre de troublantes vérités à son sujet. Une rousse excentrique à la libido débridée et dénuée de tout sens moral, capable de pervertir les âmes les plus pures. Après, il y a écrit « Découvrez une version contemporaine du conte classique présentant trois petits cochons bien différents de ceux des films d'animation. Une chose est certaine, vous devez retenir votre souffle. » Alors, avant que je commence l'histoire, ces livres-là, vous pouvez les retrouver sur la Fnac ou sur Amazon, si ça vous intéresse. Et donc, aujourd'hui, on va commencer le chapitre 1. Et avant de commencer, je le reprécise encore une fois, ces livres sont plus de 18. Donc, si vous n'aimez pas trop le gore, si vous n'aimez pas trop tout ce qui est assez, comment dire, assez excentrique, assez au-delà, quoi, de plus de 18, je vous préviens de ne pas écouter cette vidéo. Alors, on va commencer. Les contes interdits. Les trois petits cochons. Le loup gonfla ses joues, il souffla et souffla de toutes ses forces, et la maison s'envola. Les trois petits cochons, conte traditionnel européen datant du XVIIIe siècle. Chapitre 1. Peter franchit l'entrée principale de la morgue de Québec, sous le regard intéressé de la jeune réceptionniste blonde. Alors qu'il traversait calmement la pièce dans sa direction, celle-ci l'accueille de son plus beau sourire, affichant une dentition étincelante qu'il n'est possible d'obtenir que grâce à un traitement de blanchissement clinique. S'il ne savait pas qu'il venait d'entrer à la morgue, Peter pourrait croire qu'il se trouve dans la salle d'accueil d'un cabinet d'avocats ou d'une simple entreprise manufacturière. Cependant, il sait que l'arrière-boutique est totalement différente de celle d'une entreprise normale. « Je m'appelle Peter Wolf », annonce-t-il en s'accoudant au comptoir de la réception, les narines envahies par le parfum fruité de la demoiselle aux yeux pervenches savamment maquillée. « Je dois rencontrer le coroner. » La réceptionniste, délaissant à regret les biceps musclés couverts de tatouages du nouvel arrivant, interroge son ordinateur en pianotant agilement sur le clavier de ses doigts au long vernis d'un rouge aussi éclatant que ses lèvres charnues. Peter profite du fait qu'elle ne le regarde plus pour lorgner son décolleté exposant exagérément ses rondeurs fermes sous sa blouse blanche et aussitôt son imagination s'emballe.
Il imagine la réceptionniste agenouillée devant lui, sa bouche gourmande asticotant avec avidité son membre durci, laissant au passage des traces de rouge à lèvres sur son sexe pendant qu'il s'agrippait à sa chevelure pour guider ses coups de tête, enfonçant sa queue encore plus profondément dans sa gorge. Puis au moment de jouir, il s'imaginerait dirigeant ses jets de sperme chaud sur sa lourde poitrine dénudée. La voix mélodieuse de la réceptionniste met abruptement fin au fantasme de Peter. Nous attendions monsieur Wolf, déclara-t-elle en s'emparant de la souris d'ordinateur sans pour autant quitter l'écran des yeux. Le coroner sera prêt à vous recevoir dans quelques minutes, je l'ai prévenu par mail. En attendant, vous aurez des formulaires à lire puis à signer. Veuillez vous asseoir pendant que les documents s'impriment. Je vais vous apporter tout ça dans un instant. La réceptionniste termine sa phrase en adressant un autre sourire à Peter, consciente de l'effet de son aspect physique provoqué chez lui. Puis elle se lève de sa chaise et se dirige lentement vers l'imprimante qui venait de s'activer. Peter, encore installé derrière le comptoir, examine sans gêne son postérieur, mis en valeur par sa jupe étroite, excité par ses hanches qui ondulent au même rythme que le claquement de ses escarpins rouges sur le carrelage. Si ça ne vous dérange pas, je préférerais les remplir debout ici, dit-il en chassant les nouvelles images salaces qui venaient de faire irruption dans son esprit à la vue de ce cul invitant. Mon vol d'hier a été long. Je ressens le besoin de me dégourdir les jambes. Vous habitez à Vancouver, selon ce que j'ai pu lire dans le système informatique. Pourtant, vous parlez un français presque impeccable. Je suis né et j'ai grandi à Charliebourg, se sent-il obligé de justifier. Mes parents ont divorcé quand j'avais 15 ans et peu de temps après, mon père s'est trouvé un emploi à Vancouver. J'ai donc décidé de le suivre. Dans le cadre de mon travail, je fréquente régulièrement la communauté francophone là-bas. Alors, ça m'aide à garder le niveau de français acceptable. Et que faites-vous comme travail ? Je bosse dans le domaine de l'import-export. De stupéfiants, termine mentalement Peter. En fait, il offre plutôt ses services comme tueur à gages auprès d'un gang de la Colombie-Britannique cherchant à s'emparer du contrôle du marché de la drogue. Cependant, il sait que ce genre d'informations se glisse mal dans une discussion. Qui voudrait réellement apprendre à propos de lui que ses seuls talents dans la vie sont la violence, le sadisme et la bagarre? Il n'a pas envie de raconter que dès son arrivée à Vancouver, son attrait pour l'anarchie et la délinquance l'a amené à s'enrôler dans un groupe criminalisé, et que ce sont justement ses aptitudes particulières qui l'ont permis de devenir un des hommes de main du chef de la bande. De plus, elle ne voudrait jamais le croire quand il dirait qu'il est clean. En effet, s'il trempe dans le milieu de la drogue, ce n'est pas parce qu'il en consomme. Il a besoin de toutes ses facultés pour accomplir son travail et ne pas se faire descendre par les petites frappes ayant des retards de paiement. S'il exerce ce métier, c'est parce qu'il aime ça, qu'il est doué et que ça paye bien, aussi simple que ça. Vous savez, ose la réceptionniste, en présentant à Peter les documents imprimés accompagnés d'un stylo, j'aime bien ce que je fais ici, mais c'est un lieu de travail plutôt morbide. Je ressens toujours un certain inconfort quand je rencontre de nouveaux mecs et que je leur dis que je bosse dans une morgue. S'esclave-t-elle nerveusement. You're single demande Peter, pour la forme comprenant très bien où la réceptionniste veut en venir. Et je suis bilingue, ajoute-t-elle en acquiesçant, et je n'ai pas l'intention de terminer ma carrière ici. Et je suis très compétente, mimaude-t-elle en papillotant des cils. Donnez-moi votre numéro de téléphone, Miss Laurence. Donnez-moi votre numéro de téléphone, Laurence. And we'll see what I can't
Do for you. Je suis désolée, mon accent d'anglais est totalement pété. Bon, allez, on reprend. Pendant que Peter commence à lire les documents, la réceptionniste, tout sourire, s'empresse d'inscrire ses coordonnées sur un bout de papier qu'elle complète en y apposant ses lèvres peintes en guise de signature. Peter termina sa lecture, signe son nom aux endroits prévus sur les formulaires administratifs, puis remet le tout à Laurence, qui lui donne le précieux bout de papier en échange. Au passage, elle remarque les lettres RS tatouées sur son poignet droit. Intriguée, elle n'ose lui demander à qui réfèrent ses initiales. Vous finissez de travailler à quelle heure? Habituellement, Laurence, à 17 heures. N'oubliez pas que je suis fonctionnaire, plaisante-t-elle. Je vais rester à Québec pendant quelques jours, le temps de finir de régler tout ça. On pourrait manger ensemble avant mon départ et vous pourriez ainsi me démontrer vos compétences particulières. Vous n'aurez qu'à m'appeler lorsque vous serez disponible, répond-elle, les yeux pétillants. Vous savez maintenant comment me joindre. Le téléphone de la morgue sonne, contraignant Laurence à retourner à ses obligations professionnelles. Néanmoins, Peter n'abandonne pas son poste d'observation, béat d'admiration devant ce corps de déesse, rêvassant à propos de ce qu'il pourrait lui faire subir. Monsieur Wolfe, l'interpella une voix masculine à l'autre extrémité de la pièce. Je suis le docteur Tremblay, le coroner en chef. Veuillez me suivre. Peter se dirige vers l'homme aux cheveux poivre et sel, élégamment vêtu, dont le visage autoritaire trahit le sérieux de sa profession. Il serre la main que celui-ci lui présente, puis il traverse en silence le couloir par lequel le coroner est arrivé. Le claquement de leurs chaussures sur le plancher faisant compétition au grésillement produit par les néons industriels. Le coroner invite Peter à entrer dans une pièce décorée avec austérité, l'éclairage tamisé contrastant avec la clarté artificielle de celle du couloir, puis referme la porte derrière eux. Il s'avance jusqu'à un long rideau de velours tendu contre le mur opposé et actionne un interrupteur. Un mécanisme s'active et le rideau s'ouvre, révélant une grande fenêtre. À travers celle-ci, Peter découvre une pièce stérile, semblable à celle dans les émissions de télévision, dans laquelle un corps inanimé repose sur une civière. Seule la tête d'Alicia est découverte, le reste du corps étant dissimulé sous un lincueil. Mes condoléances, monsieur Wolfe, déclare solennellement le coroner, en posant une main réconfortante sur l'épaule de l'éploré. Le docteur Tremblay semble plus attristé par la mort de la jeune femme de 22 ans que Peter lui-même, qui ressent quand même une légère vague de chagrin l'envahir dès que ses yeux se posent sur Alicia. Il est devenu une femme, pensa-t-il aussitôt, les yeux rivés sur ce corps étranger, même si elle a conservé son visage de chérubin. Elle a simplement l'air endormie, elle semble si paisible. Ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas revus, ma sœur et moi, explique-t-il d'une voix affligée, comme pour expliquer l'absence de larmes sur son visage. La dernière fois que j'ai vu son visage de si près, c'était après le divorce de nos parents. Elle devait avoir 7 ans, ce n'était qu'une gamine. Est-ce que je peux aller la retrouver demanda-t-il en pointant en direction de la fenêtre. Non, désolé, ce n'est pas permis. Seuls les membres du personnel de la morgue peuvent se trouver dans la même salle que les défunts. Vous n'êtes pas le seul à vous imaginer que les morgues au Québec fonctionnent comme dans la série télévisée Les Experts. Oh, ok. I understand. À travers la fenêtre, Peter contemple le visage d'Alicia, toujours encadré de ses longs cheveux blonds dont elle était si fière. Aussitôt, il se revoit 15 ans plus tôt, quand il était obligé d'aller l'aborder dans son lit, car leur mère n'était pas encore rentrée du bar
où elle travaillait et parce que leur père était de nouveau ivre-mort devant le téléviseur. Il lui racontait une histoire, puis la rassurait en vérifiant qu'il n'y avait pas de monstre tapi sous son lit avant d'éteindre la lumière de sa lampe de chevet. On avait repris contact récemment grâce aux réseaux sociaux. On tentait de rattraper le temps perdu puisqu'on était pratiquement devenus des étrangers l'un pour l'autre. On avait pensé se rencontrer en personne un jour sans jamais réussir à fixer une date précise. Si j'avais su que le temps jouait contre nous, ajoute-t-il en lâchant un long soupir de contrariété, que le coroner interprète plutôt comme du dépit. Des cadavres, Peter en a laissé des centaines dans son sillage. Il est l'ange destructeur, l'ange de la mort, le monstre dans le placard que les enfants craignent, l'ombre qui vous suit partout, qui vous hante vos cauchemars. Son patron décide qui va mourir, néanmoins c'est Peter qui choisit à quel moment et dans quelles circonstances. À ses yeux, les gens qu'il assassine méritent de mourir, peu importe les bonnes actions qu'ils ont pu accomplir auparavant, et il agit donc tel le bourreau qui exécute sans remords la sentence de mise à mort. Cependant, le décès d'Alicia vient lui rappeler qu'au bout du compte, c'est toujours la grande faucheuse qui a le dernier mot. Et cette fois-ci, elle s'est bien moquée de lui en lui laissant croire qu'il aurait tout le temps voulu pour renouer avec sa sœur. Est-ce que la cause de la mort est connue? L'urgentiste qui l'a examinée à son arrivée à l'Hôtel-Dieu de Lévis a inscrit dans son rapport qu'elle souffrait d'hyperthermie sévère ainsi que de tachycardie. Avant même qu'il ait eu le temps de traiter ses symptômes, elle a fait un arrêt cardiaque qui lui a été fatal. Peter se retourne vers le coroner, vivement surpris. À Lévis? What the fuck? What's doing there? La police de la ville de Lévis a intercepté votre sœur alors qu'elle marchait complètement nue en pleine nuit au beau milieu de l'autoroute 20. Elle manifestait des symptômes de délire paranoïaque avec violence, vociférant des propos incohérents. Ils ont jugé plus approprié de la reconduire à l'hôpital plutôt qu'au poste de police, estimant qu'elle devait être sous l'effet de drogues hallucinogènes. Lors de l'autopsie effectuée par le médecin légiste, l'analyse toxicologique sanguine a révélé un taux très élevé de FLACA, qui serait à l'origine de ces symptômes et qui aurait vraisemblablement causé la mort. Du FLACA, vous voulez dire des sels de bain? C'est exact. Vous avez entendu parler de cette drogue? Elle est très en vogue chez les jeunes ces temps-ci. Toutefois, c'est le premier cas de décès par surdose de FLACA que je rencontre. Je ne comprends pas. Alicia ne se droguait pas. Vraiment? Vous en êtes réellement convaincu? Vous venez de dire que vous étiez devenus des étrangers. Les policiers ont retrouvé les vêtements et les effets personnels d'Alicia à quelques kilomètres du lieu où ils l'ont interceptée. Dans son sac à main, ils ont découvert une fiole pleine de cette merde. Les analyses du laboratoire ont confirmé qu'il s'agissait de la même substance. Je n'arrive toujours pas à y croire, marmonne Peter en tournant le dos à la fenêtre dégoûté. Le rideau se ferme, puis le coroner invite Peter à le raccompagner jusqu'à la réception. Au fait, comment avez-vous obtenu mes coordonnées? Demande Peter, suspicieux, tout en longeant le couloir en sens inverse. En effet, Peter s'était méticuleusement appliqué à effacer toute trace de sa vie datant, ce qu'il croyait avoir plutôt bien réussi. Eh bien, je dois vous avouer que ça n'a pas été une mince affaire. L'une des responsabilités du coroner est d'enquêter afin de retrouver les proches du défunt et leur remettre la dépouille. Nous avons facilement retrouvé l'acte de décès de vos parents, cependant, nous n'arrivons pas à découvrir ce qu'il était advenu de vous, puisque nous vous cherchions sous le nom de Pierre Wolf.
Nous n'avons pas pensé un instant que vous aviez pu angliciser votre prénom. Il n'y avait aucun acte de décès et pourtant vous aviez complètement disparu de la circulation. Heureusement pour vous, votre sœur avait laissé sa carte d'identité à l'université dans son sac à main. À quoi nous avons pensé obtenir son dossier étudiant dans lequel elle avait inscrit votre nom ainsi que votre numéro de téléphone mobile dans la section des personnes à contacter en cas d'urgence. Sans cette clairvoyance de la part de votre sœur, nous serions toujours en train de vous chercher. De retour à l'accueil, le coroner signe un dernier formulaire que lui remet Laurence, qui avait terminé son appel et qui les attendait avec son sourire étincelant. Puis-je remettre à Monsieur Wolf les effets personnels de la défunte ? Oui, Laurence, nous avons terminé, merci. Pendant que la fonctionnaire déverrouille un énorme classeur gris, le même modèle horrible qui pullule dans tous les ministères provinciaux, le coroner serre une dernière fois la main de Peter en réitérant ses condoléances. Soyez assuré que l'entreprise de pompes funèbres que je vous ai préalablement recommandée traitera votre sœur dans le plus grand des respects, conclut-il avant de disparaître derrière la porte qu'il venait de franchir. Maintenant, seule à la réception, Laurence remet 2 enveloppes scellées à Peter en lui souhaitant une agréable fin de journée, sans abandonner son sourire Colgate. Si Yason souhaiti, lui répond-il simplement avant de quitter la morgue. Une fois assis dans sa BMW, Une fois assis dans sa BMW, louée à l'aéroport international Jean Lesage de Québec, Peter démarre le moteur en laissant la boîte de vitesse au point mort et allume la climatisation en la réglant au maximum en cette chaude matinée. Il s'intéresse d'abord à la plus petite des 2 enveloppes jaunes, intrigué par ce qu'elle pourrait contenir. Il l'ouvre sans ménagement et découvre à l'intérieur un string noir dégageant un doux parfum fruité de Laurence. Il sent immédiatement son pénis durcir dans son jean, excité par l'ingéniosité dont l'affriolante réceptionniste venait de faire preuve. Il porte le bout du tissu à son nez, inspire à plein poumon les odeurs corporelles de la coquine, puis range le vêtement dans sa boîte à gants. Il s'attaque ensuite à la 2e enveloppe, beaucoup plus grande que la précédente, qu'il éventre de la même manière. Celle-ci révèle les effets personnels de sa sœur, comme prévu. Peter découvre ainsi un sac à main en simili-cuir contenant peu de choses: un trousseau de clés, un tube de rouge à lèvres, une serviette hygiénique, un boîtier de comprimés contre la douleur vendu sans ordonnance dans toute bonne pharmacie, ainsi qu'un petit portefeuille. En l'ouvrant, il aperçoit une carte d'identité, une carte de crédit et un peu d'argent liquide. Peter programme le GPS de la voiture en se fiant à l'adresse inscrite sur la carte d'Alicia, préférant suivre les instructions de l'appareil même s'il conserve plusieurs souvenirs de Saint-Foy, puis engouffre la BMW dans la circulation. Tout au long du trajet, Peter n'arrive pas à faire taire le doute qui le taraude depuis qu'il a entendu les explications du coroner. Sa sœur, une droguée? Non, il n'arrive pas à y croire. Ça ne peut pas être vrai, même si Alicia était presque devenue une étrangère, même s'il ne connaissait que peu de choses à propos de sa vie d'adulte, il ne peut tout simplement pas concevoir ça comme étant possible. De plus, les circonstances insolites de sa mort contribuent à son sceptisme. Que faisait-elle à Lévis, alors qu'elle habite dans l'arrondissement de Saint-Foy? Pourquoi marchait-elle nue en plein milieu de l'autoroute? Était-elle devenue suicidaire? Et donc là, on termine le premier chapitre.
Donc si ça vous a plu, vous pouvez mettre des commentaires et dans pas longtemps, je ferai le second. À la prochaine.